En 1850, Napoléon III rebaptisait les plages et lagons de la Nouvelle-Calédonie la terre des grandes punitions. De cet archipel somptueux, la France avait fait un bagne. Les paysages idylliques de la Nouvelle-Calédonie ne révèlent rien des méandres d'une histoire contrastée. Aujourd'hui encore, le sort du peuple kanak n'est pas tranché. Pays d'outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie devra se prononcer en 2012 par référendum entre indépendance et autonomie. En attendant, les eaux turquoises de l'archipel mélanésien en ont fait un paradis pour touristes privilégiés et amoureux des grands espaces, venus à la rencontre d'une terre méconnue. Ok, un peu de chrome de fer, petit passage technique. Les cailloux sont mes amis. Ça marche. Fasciné par les richesses naturelles de la Calédonie, Manfred a choisi d'y refaire sa vie. De métropolitain, 10 oreilles, il est devenu calédonien. Ce guide de randonnée s'est passionné pour le lac de Yaté et sa forêt noyée. C'est un barrage électrique qui a inondé la vallée de la rivière Bleue. Son lit serpente au cœur d'un massif forestier exceptionnel, enraciné dans la latérite rouge, des couleurs qui annoncent le Grand Sud, devenu le terrain de jeu de Manfred. Il y a 20 ans, en fait, j'ai eu la chance de venir avec la Marine nationale et ça m'a vraiment donné envie de revenir m'installer ici. Je voyais qu'en matière d'écotourisme, il ne se passait pas grand-chose. Donc j'ai eu vraiment envie de m'inscrire dans cette lignée et j'ai développé différents concepts d'activités touristiques, le kayak, le canyoning, les randonnées pédestres. Dans cet environnement qui est vraiment magique. Moi, je connais essentiellement le Grand Sud, c'est vraiment mon terrain d'aventure. Mais il y a une multitude d'autres endroits à découvrir, des forêts magnifiques, des vraies forêts primaires. C'est toute cette beauté sauvage qui n'est pas sur les guides touristiques qu'il faut aller découvrir. C'est pour ça que je l'aime, la Nouvelle-Calédonie. C'est toujours aussi beau, c'est un paradis pour les amoureux de la nature. C'est de la balle, quoi, c'est beau. Il y a le lagon, c'est sûr, mais il y a tout ça, tout le reste, quoi. Parmi toutes les beautés qu'on va découvrir, il y a un endroit qui me tient vraiment à cœur, que j'ai pas encore fait, que j'ai pas encore découvert, qui était difficile d'accès il y a encore quelques années, qui aujourd'hui s'ouvre au public, c'est le massif du Panier. Le massif du Panier, c'est un endroit magique, extraordinaire. Je pense que tous les Calédoniens et tous les touristes rêvent d'y aller, mais il faut respecter cet endroit, il faut savoir l'approcher pour que ça soit vraiment une belle randonnée et qu'elle soit faite dans le respect des clans qui gardent ce massif-là. Le mont Panier est le point culminant de la Nouvelle-Calédonie qui se compose d'une kyrielle d'îles. La plus grande est en fait un morceau de l'Australie parti à la dérive voici 80 millions d'années. Dans son voyage tectonique, l'archipel a emporté un cortège d'espèces uniques au monde qui confère à ses forêts un taux d'endémisme parmi les plus élevés de la planète. Manfred a constitué un petit groupe de marcheurs, dont un enfant de 9 ans. Entre 6 et 8 heures de randonnée sont nécessaires pour parvenir au sommet, à 1629 mètres. C'est l'association de guides Anak Sayubik qui établit le parcours. À chaque altitude, il permet la découverte de milieux naturels différents. En tout cas, on voit la mer. Ah, ah ouais,
Après la forêt primaire, on trouve les mousses de la forêt humide. Et plus haut, vers 1200 mètres, les grandes espèces endémiques du Mont-Panier qui lui ont valu son classement en réserve biologique. On a atteint bientôt les 1000, c'est pour ça qu'il y a autant de mousses. Sur ces pentes d'exception, 200 espèces végétales uniques ont déjà été répertoriées par les scientifiques. Mais le clou du spectacle se situe peu avant le sommet. C'est le Grand Kaori. On appelle Agathis montana. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Kaori agathis montana. Ouais. Dayubique en langue Kanak. kanak. Ouais. Ça existe ici au Mont-Panier, mais pas ailleurs. Il est que ici au Panier, Ouais, celui-là. au quoi. Mont-Panier. Endémique totalement Ouais, au au Mont-Panier. Mont-Panier. quoi. Et dans ces conditions, parce que c'est assez extrême quand même ici, les vents, c'est violent quoi. Oui, c'est violent. Et puis, ils sont toujours à cette hauteur. Ils ne montent pas plus haut. Ils peuvent pas aller plus haut. Et les fruits, ils se mangent? Oui, ça se mange, mais par les cochons, ouais, mais pas... Les forêts calédoniennes ont longtemps été exploitées, notamment toutes celles des bords de mer, qui ont été déboisées au point de menacer des espèces majeures. Le Grand Kaori du Mont-Panier ne doit son salut qu'à l'altitude à laquelle il a poussé, donc à la difficulté de venir le tronçonner. Et ça monte toujours, hein? Ah oui. Ah, c'est excellent, c'est super. Allez, vous êtes le premier là-haut, le premier au sommet, allez, on va arriver jusque là. Allez, Tom, allez. Ouais, bravo. C'est bon. Voilà. Là, on arrive. Et alors, le seul toit de la Calédonie. Ouais. Bravo tout le monde, merci Maurice, bravo. Merci, tu nous as emmenés là. Merci. Bon, bah, belle balade, hein. Merci. Tom, c'est bien, hein. Bravo champion. T'es meilleur. 1629. En 2h30. Tom a réussi l'exploit d'être le premier petit bonhomme de 9 ans à se hisser sur le toit de la Calédonie. Un symbole du formidable potentiel touristique qu'offre l'archipel et du souci écologique dont son développement ne peut être dissocié tant ces niches biologiques s'avèrent rares et précieuses. Si la forêt calédonienne doit être préservée, c'est aussi pour permettre au lagon de respirer. Il y a une étroite relation entre ces deux milieux, a priori sans rapport. C'est le ruissellement des eaux qui dévalent les pentes et drainent les sols. En suivant le lit de la rivière Nera, Manfred débouche sur la plage de la Montagne Percée, le deuxième lieu de ponte du Pacifique pour la tortue à grosse tête, mais aussi un haut lieu de villégiature en Nouvelle-Calédonie. D'où la menace qui a pesé sur cette espèce et les mois qu'a suscité sa disparition annoncée. On ignorait en effet que les tortues nouvelles-nées s'orientent naturellement grâce à la lumière. Aussi, au lieu de se diriger vers le lagon éclairé par la lune, les petites tortues attirées par la lumière artificielle des maisons riveraines se retrouvaient-elles sur la route. Une association de protection s'est alors constituée. Manu Ernu est l'un de ses membres fondateurs. Ah, elle a fait un premier nid, mais a priori elle s'est redéplacée, elle doit être un peu plus loin là-bas. Ah la voilà, la voilà. Chut, allons voir doucement. Au-delà de la campagne de sensibilisation, une opération de protection a été mise en œuvre. Elle consiste à venir repérer chaque nuit les lieux de ponte. Allez, elle est en train de pondre, elle est en train de pondre. Durant cette saison 2008-2009, les éco-gardes de l'association ont recensé 240 nids qu'ils ont fait en sorte de protéger. Environ 30 000 œufs ont ainsi été couvés sous le sable chaud. 1 sur 1000 survivra.
Elle est en train de lâcher ses derniers œufs, là. Ces 240 nids ont été creusés par seulement 80 tortues femelles en l'espace de 5 mois. Mais celles-ci ne reviendront plus avant 3 ou 4 ans, le temps d'un long séjour en Australie. Elle commence à reboucher son nid. Elle a fini de pondre. C'est une belle petite bête. Une belle petite bête qui a plus de 30 ans, car c'est l'âge minimum pour la maturité sexuelle des tortues. Ça y est, elle va repartir. Il faut suivre, là. Depuis sa création, l'association constate de réels progrès. La simple présence des éco-gardes sur la plage toutes les nuits, combinée à l'éducation des riverains, a permis de passer en 3 ans de 140 à 240 nids préservés. Chaque jour, à l'aube, un membre actif de l'association Boira Tortue Marine prend le relais des éco-gardes. Roberto est de ceux-là. Il arpente quotidiennement les 1500 mètres de sable pour repérer les nids signalés. Il est chargé de compter les œufs, entre 120 et 150 par nid, et de les protéger. Dorénavant, il place une cage par-dessus chaque emplacement pour assurer la pérennité d'un cycle millénaire. Car au-delà de la lumière, les fléaux sont multiples. Il y a les gens qui fréquentent la plage, évidemment, mais également les chiens errants. 90% des œufs déposés sont ainsi détruits. Le charme du paysage en prend un coup, mais la totalité des œufs parviennent désormais ainsi à éclore. L'incubation durant au moins 52 jours, les éco-gardes savent exactement quelles cages sont à soulever. Il ne reste plus à Roberto qu'à libérer la dizaine de petites tortues trop faibles pour sortir seules du nid. Elle est belle. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Trop chouette. Mets ta main comme ça. Voilà, tu la tiens dedans. On va les remettre jusqu'au sable parce que c'est mouillé là. Bon, il faut essayer de ne pas les faire tomber. Ce geste a la vertu d'attirer les enfants et de les sensibiliser. Il permet surtout de remettre 2000 tortues à l'eau chaque année. Elles qui étaient promises à une mort certaine sans avoir vu le jour, ni goûter la mer. Statistiquement, 2 d'entre elles seulement vivront assez longtemps pour revenir pondre sur cette plage. Des chiffres qui en disent long sur les chances de survie de l'espèce. Ce sont les conventions internationales qui protègent désormais la tortue marine. Car Mélanésiens et Polynésiens avaient coutume de consommer sa chair pour les grandes occasions.